Il est 11h, on va commencer du coup. Donc bonjour à tous. Donc bienvenue pour ce webinaire intitulé Comment construire un article de blog pour qu'il soit efficace. Donc ce sera présenté par Magali Jacolin qui est avec nous. Juste avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous confirmer dans le chat si l'image elle est de bonne qualité, le son est de bonne qualité et que voilà, c'est pas flou. Comme ça on règle le souci. Je n'ai pas de son. Ah, c'était au début, je pense. Oui, c'est ça. Impeccable, oui, ok. Bon, super. Bon, bah, ça doit être bon a priori. Nickel. Merci. Alors, juste avant de débuter, je voulais rapidement vous présenter un petit peu les folies web. Je pense qu'il y en a beaucoup qui étaient déjà avec nous lors du webinaire de mardi, donc je vais être rapide. Donc, il y avait une première partie de ce webinaire qui était comment, je me souviens plus du titre. Magali, tu t'en souviens? C'était comment C'était avoir un tout blog savoir sur le efficace. blog, je crois. Tout Non? savoir sur le blog, voilà. Quelque chose C'est comme ça, ça, ouais. ouais. Voilà, si vous avez loupé cette première partie, il y a le replay qui est disponible sur la chaîne YouTube des Folies Web. Je vous envoie le lien dans le chat juste après, comme ça vous pourrez vous mettre à jour. Donc pas de souci. Donc rapidement sur les Folies Web, donc le webinaire auquel vous participez aujourd'hui. Donc les Folies Web, c'est un festival d'ateliers pour réussir sur Internet, pour aider les TPE à réussir sur Internet. Ça se divise sous 3 formats. Donc il y a des sessions en ligne comme aujourd'hui avec des webinaires sur tous les thèmes autour du web. Il y a aussi des ateliers physiques qui sont présents de partout en France. Ils ont toujours lieu en soirée à partir de 6h, 6h30. Et c'est animé par des experts du web comme Magali aujourd'hui. Donc c'est un petit peu le même principe, sauf que voilà, vous avez la proximité, on va dire, plus la possibilité de poser vos questions en live, etc. à l'intervenante et d'échanger entre vous. Donc c'est aussi un format qui est très intéressant. Et on est aussi présent sur tout ce qui est salon professionnel, donc c'est salon des entrepreneurs, salon des micro-entreprises, etc. Où là, pareil, il y a des conférences web qui s'enchaînent sur plusieurs jours pour vous donner des outils pour réussir en ligne. Donc pour vous inscrire à ces 3 formats d'événements, c'est super simple. C'est tout sur le site internet lesfolieweb.fr. Il y a juste à rentrer votre mail pour vous inscrire. Vous avez toutes les sections par ville, date, par thématique, etc. Donc c'est super simple. Voilà, un petit mot rapide sur les organisateurs des Folies Web, donc qui sont réussir-en.fr et Neo Camino. Donc réussir-en.fr, c'est une plateforme qui a été développée par la FNIC qui gère les sites internet en .fr. Donc, comme vous pouvez le voir, ils ont une mission de service public. Donc, en gros, 90% de leurs bénéfices, ils sont réservés à une fondation pour justement permettre la mise en place d'événements gratuits, comme aujourd'hui avec les Folies Web, pour aider les TPE sur Internet. Voilà, on aime valoriser le .fr parce que, en effet, ça crée une certaine proximité avec votre client, ça renforce la confiance et ça valorise votre expertise made in France. D'autant plus si vous avez une activité française pour un public français. Donc pensez-y bien. Il y a le fameux exemple du slip français qui est très connu, qui voilà ont basé toute leur marque sur justement ce made in France. Donc il y a vraiment quelque chose à faire autour de ça. Voilà, et réussir en .fr, ils ont développé un nouvel outil qui s'appelle Réussir avec le web, qui est en fait un outil d'autodiagnostic en ligne. Donc c'est gratuit, comme vous pouvez le voir. L'idée, c'est de répondre à une vingtaine de questions sur votre présence en ligne, savoir et en fait ça va vous donner une sorte de fichier avec des réponses très précises pour savoir ce que vous devez améliorer pour avoir une meilleure communication digitale. Voilà, pareil, le lien n'est pas cliquable, mais je vous envoie le lien dans le chat juste après. Et dernier gros organisateur des folies web, c'est Neo Camino. Donc Neo Camino, je travaille pour l'entreprise Neo Camino. Donc on est une solution de communication digitale, donc pour les TPE indépendants, responsables com, etc., pour vous aider à gérer votre communication web par vous-même et donc pour trouver des clients avec Internet. Donc on fait tout ce qui est SEO, capture de contacts, gestion de vos contacts, emailing. On vous explique aussi comment mettre les réseaux sociaux au service de votre business, donc comment les utiliser, sur quel réseau vous devez être, etc. Pour pouvoir faire grandir votre communauté et acquérir de nouveaux clients et de la visibilité. Voilà, idem, on vous propose un call, enfin un appel gratuit avec un de nos conseillers pour faire le point sur
votre situation d'entreprise, en fait, où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce que vous devez améliorer pour justement passer à la prochaine étape de développement. Voilà, profitez-en, c'est gratuit, c'est du vrai conseil concret qui est apporté derrière, donc n'hésitez pas. Voilà, j'ai terminé. Donc je vais laisser la parole à Magali. Dernière petite info, là c'est la liste des prochains webinars qui vont être mis en place entre septembre et octobre. Voilà, beaucoup de thèmes toujours sur la communication digitale. N'hésitez pas à aller vous inscrire sur le site internet des Folies Web. Et sinon, en effet, vous avez tous les replays sur la chaîne YouTube. Donc idem, je vous envoie le lien dans le chat juste après. On a aussi créé un groupe Facebook des Folies Web pour toutes vos questions sur la communication digitale. Voilà, si vous avez des blocages jour par jour, et ben on est là pour vous aider, donc n'hésitez pas à aller le rejoindre. Et je vais te laisser la parole, Magali. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat. S'il y en a trop, Magali, je vais essayer de te les récupérer et de faire un petit bilan à la fin si ça peut t'aider, parce que c'est vrai qu'hier je l'ai pas forcément fait. Et C'est autre bon, information. C'est bon, ouais, nickel. Et voilà. Et puis on vous envoie le support de présentation après le webinar si ça peut vous intéresser et si c'est ok pour toi, Magali. A priori, on en avait déjà discuté. Génial. Donc voilà, je vous souhaite un bon webinar et puis je vous dis à plus tard et merci Magali, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler toujours de blog. Je poursuis ce qu'on a commencé à voir mardi dernier sur les bases du blog, qu'est-ce qu'on met dedans, etc. Donc aujourd'hui on va parler concrètement comment on construit cet article, comment on fait notre gabarit de contenu, comment on va choisir les bons mots-clés. Je me représente rapidement, je ne sais pas si tout le monde était là la dernière fois. Donc je m'appelle Magali Jacolin, je fais du conseil et de la formation en stratégie de communication numérique. Donc mon rôle c'est d'aider les entreprises à être présents efficacement sur Internet. On a tous plus ou moins besoin d'être présents sur Internet maintenant. En tout cas, quand on a besoin de le faire, ça peut passer par des sites web, ça peut passer par des newsletters, par des réseaux sociaux. Faut pouvoir acquérir du trafic sur son site, pouvoir convertir ses visiteurs en clients et après les garder. Donc, mon travail, c'est d'arriver à faire que vous ayez une stratégie qui soit complètement cohérente avec ce que vous faites et avec vos valeurs et avec les capacités que vous avez tant en temps que en termes de rédaction, etc. Voilà pour cette petite présentation rapide et on attaque tout de suite sur le blog. Donc, comment on fait pour construire un article de blog? Alors moi, je vous propose de passer déjà, avant tout, de se remettre d'accord sur ce qu'est la charte éditoriale. On en a parlé un petit peu mardi. J'enfonce un peu le clou parce que c'est important de savoir ce qu'on a à mettre dans sa charte éditoriale, de quoi on va parler, à qui, etc. Première question, quel est l'objectif de votre communication sur Internet? Pourquoi est-ce que vous avez choisi de communiquer via le blog? Ça peut être pour plein de raisons, ça peut être, je regardais s'il n'y avait pas des questions. Ça peut être par exemple pour développer sa notoriété, pour démontrer son expertise, pour acquérir plein de trafic sur son site internet et on verra après comment les convertir en clients, etc. On va se poser la question après de à qui on s'adresse. C'est bien de savoir pourquoi on le fait, maintenant il faut se poser la question à qui on s'adresse. Quelles sont les personnes qu'on a envie de toucher? Est-ce que c'est plutôt des particuliers, des pros? Est-ce que c'est des gens qui connaissent notre métier ou pas? Est-ce qu'il y a une tranche d'âge en particulier qui va être plus intéressée par ce qu'on propose? Est-ce qu'il va y avoir une zone géographique? Peut-être qu'on ne s'adressera pas de la même façon aux personnes selon où elles habitent. Voilà, selon leurs envies, selon leurs valeurs, selon leurs besoins. On va poser la question aussi de quel message? Quel visuel, quel lien? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre sur ce blog? Comment on va tourner les messages? Qu'est-ce qu'on a envie de faire passer comme message? Est-ce qu'on va mettre des visuels qu'on a produits nous? Est-ce que c'est des visuels qu'on a été chercher sur des banques d'images? Est-ce que je mets des liens vers mon site? Est-ce que je mets des liens vers des partenaires? Je vais assez vite parce que j'avais développé un peu plus cette partie déjà mardi. Et enfin, qui anime cette communauté et quel ton employer? J'ai pas mis ici la fréquence, je suis en train de m'en apercevoir, mais effectivement, pour le blog, on sait qu'on a une certaine fréquence à tenir. Il faut une certaine régularité, on va dire. Donc la question que j'étais en train de dire, c'était qui anime cette communauté? Quel ton employé? Est-ce que c'est toute l'équipe? Est-ce que c'est une seule personne?
j'avais des étudiants mardi matin qui me disaient mais sur le blog c'est pas possible, il faut qu'il y ait qu'une seule personne qui s'en occupe, sinon c'est pas cohérent. Non, on peut être plusieurs à animer un blog et on peut aussi signer ces articles de blog et montrer ainsi toute la diversité de l'équipe. Et effectivement, on n'a pas forcément la même façon d'écrire, on n'a pas forcément la même façon de tourner les choses par rapport à un problème, on prend pas forcément le même axe. Et ça peut être sympa d'avoir une équipe derrière le blog et pas forcément une seule personne. Voilà, c'est bien d'avoir différents points de vue à partir du moment où on le dit à l'internaute. Donc soit on cache à l'internaute qu'on est plusieurs et à ce moment-là on se tient vraiment à sa charte éditoriale et on dit exactement comment vont se passer les choses, comment on prend, quel angle on prend à chaque fois sur les articles. Soit on fait le choix d'avoir une équipe, mais il faut que ce soit transparent, il faut que l'internaute, en tout cas le visiteur qui vient sur votre blog, il comprenne comment vous fonctionnez. J'ai perdu mes slides, voilà. Donc ma solution, moi, pour être plus efficace pour faire les articles, c'est d'adopter un gabarit de contenu. Moi, je suis très tableau, donc j'ai fait un tableau avec tous les éléments clés, des titres, des sous-titres, des paragraphes, etc. Et je vais vous montrer ça. Donc je vais partager mon écran. Voilà. Vous voyez mon écran? Ah, ça y est. Donc voilà, moi ça c'est la fiche que j'utilise, c'est un gabarit de contenu. Où j'ai 4 parties en fait. Une première partie qui est spécifique aux articles de blog. Alors je remplis pas forcément tout dans mon tableau. Je vais remplir l'extrait parce que c'est intéressant. Moi j'aime bien que tout soit prêt avant de mettre sur mon blog parce que comme ça je suis sûre que si pour une raison ou pour une autre je perds la connexion avec mon blog, je ne perds pas tout ce que j'avais dans la tête. Donc j'ai toujours une sauvegarde en fait dans mes petits tableaux, mes petits fichiers. Donc ça peut être, moi je mets un extrait, je mets aussi une image à la une. Quel type d'image à la une j'aimerais mettre par exemple, pour illustrer un article, j'avais pris l'exemple des confitures mardi dernier. Pour illustrer un article sur les confitures, ici je vais me dire, faut absolument que je trouve une photo de fruits, d'un joli fruit. Voilà, ce sera ce que je mettrai dans mon image à la une. Comme ça, je me mets l'idée. Je suis pas obligée de chercher tout de suite l'image, mais au moins j'ai l'idée. Mon extrait va être le résumé. Je pourrais mettre, voilà, si j'ai des références, si j'ai des idées, parce que je suis pas obligée de rédiger tout de suite mon article. Mon gabarit, je peux le construire au fur et à mesure. Et du coup, je pourrais me dire, j'ai vu un super truc. Je mets la référence dans mon tableau. Comme ça, quand je construirai mon article, j'aurai déjà mes références. On peut indiquer le temps de lecture. Après, il y a des sites qui permettent de le faire assez pratique. Voilà, pour voir un peu le temps de lecture, c'est pas mal. Moi, j'ai toujours mes petits compteurs sur la droite pour savoir un peu. Alors, pas trop pour ce tableau-là. Pour le reste, pour savoir le nombre de caractères que j'utilise. Dans mon gabarit de contenu, je mets mes balises techniques. Les balises qui vont me servir pour le référencement naturel, mais aussi c'est aussi ce qu'on va voir quand on fait dans les résultats de recherche sur Google. Donc j'ai le title, la métadescription. Ça c'est important pour donner envie de cliquer. Voilà, quand on fait une recherche sur les moteurs de recherche, on a plein de résultats de recherche et souvent c'est le title et la métadescription qui vont nous donner envie quand on hésite entre plusieurs sites. Donc ce title, maximum 70 caractères. La métadescription, moi je reste sur les 154, même si Google nous permet d'avoir des métadescriptions plus longues. Je sais pas trop dans quelle mesure, des fois il le met ou il le met pas, donc je reste sur 154 caractères maximum. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que dans nos balises techniques, on va utiliser des mots-clés, certes, mais surtout on va décrire ce qui se passe dans la page et on décrit pas tout ce qui se passe dans le site. On n'a pas le même title et la même métadescription pour tout ce qui se passe dans le site. Il m'arrive aussi de remplir cette ligne du tableau URL quand j'ai vraiment envie de travailler aussi, mettre des mots-clés sur les URL, d'avoir des URL qui soient faciles à retenir. Juste revenir voir s'il y a des questions. Non, je continue. Dans mon descriptif, ça c'est vraiment le corps de notre article. Qu'est-ce qui se passe dans notre article? Qu'est-ce qu'on va dire? Il nous faut toujours un et un seul titre H1. C'est là où on va mettre l'information principale. C'est vraiment l'accroche, ce qui va donner envie de lire l'article. Moi, j'aime bien mettre un petit texte chapeau. C'est pas obligatoire. Ça, c'est mes habitudes. Moi, je fais souvent un petit texte chapeau qui donne un petit résumé rapide de l'article. Et après, il faut bien penser à avoir des sous-titres et des paragraphes. Quand on se fait, alors j'ai mon petit tableau, moi où j'ai déjà mis un certain nombre de H2 et je vais pas oublier d'en mettre.
On n'est pas obligé, hein, on peut faire notre texte au kilomètre et puis au fur et à mesure, enfin au moment où on le met dans notre outil de blog, on se dit bah tiens, ça c'est un titre, ça c'est un sous-titre, je vais le mettre en H2, en H3. H1, H2, H3, etc. C'est les headings, c'est les titres, c'est les niveaux de titres. Il en faut toujours un et un seul H1 et on peut mettre des H2, des H3, etc. qu'on imbrique en fonction de l'importance du titre ou du sous-titre. Dans mon gabarit à moi, j'ai rajouté un incitant à l'action à la fin de l'article. Quand on fait de la présence sur Internet, quand on fait un site web, quand on fait des articles de blog, on a toujours un objectif derrière. Quel est mon objectif? Qu'est-ce que j'attends de l'internaute une fois qu'il a lu mon article de blog? Eh ben, je vais lui faciliter la vie. Si j'ai déterminé ce que je voulais de lui, si je veux qu'il aille sur un autre article, si je veux qu'il aille sur mon site, si je veux qu'il aille, qu'il m'appelle ou qu'il m'écrive, je vais lui faciliter la vie. Je vais mettre un incitant à l'action, un bouton d'appel à l'action qui va lui dire voilà ce que j'attends de toi. Et enfin, parce qu'un blog c'est quand même plus vivant quand on met des visuels. En tout cas, moi je conseille vraiment d'avoir des visuels, au moins un. On va mettre des images, et ces images, pour mieux les référencer et pour que ce soit plus clair, on va bien faire attention au nom du fichier et au texte alternatif. Donc, le nom du fichier et le texte alternatif. On peut se faire, moi c'est ce que je fais, hein. J'ai mon petit tableau où je vais mettre à chaque fois le nom du fichier, le texte alternatif. Je réfléchis tout à l'avance, et au moment où je vais mettre mon article en ligne, j'aurai déjà bien avancé sur... Ah, mince, comment je remets la présentation? Ouais, chouette, j'y suis. Alors, comment je la mets? Alors, j'ai des questions. Est-ce normal de ne rien voir à part les messages sur le côté? Non. Alors, vous n'avez pas vu mon tableau? C'est trop nébuleux. Alors, attendez, je vais essayer de remettre la présentation déjà. Donc, vous ne voyez pas ma présentation. Start. OK. Bon, je reprends vos questions. Du coup, est-ce normal de rien voir à part les messages sur le côté? Non, du coup, ça veut dire que vous n'avez pas vu mon gabarit de contenu que je vous ai montré. J'ai fait un partage d'écran pour vous montrer mon gabarit de contenu. Donc, je veux bien que vous me répondiez, savoir si vous avez vu quelque chose ou pas. Si, très concret, super. OK. Qu'est-ce que la métadescription? La métadescription, c'est ce qui se trouve sur quand on... Ok, merci. J'ai toutes les réponses, merci beaucoup. La métadescription, c'est un peu flou pour moi. Pouvez-vous préciser plus précisément, expliquer plus précisément où nous les rédigeons et comment? Qu'est-ce que la métadescription? La métadescription, c'est... alors attendez, parce que je vais vous le montrer directement sur un autre slide. Ça, je réponds aux questions directement. Vous voyez tout en avance. Voilà. Je vais y arriver. La métadescription, voilà, c'est ce qui se passe ici en gris. Voilà, 10 conseils pour bien choisir sa piscine, mise à jour le 25 octobre 2016. Quand on achète une piscine, on pense souvent au bonheur que vont nous procurer nos, etc. Ça, c'est la métadescription. C'est ce qu'on voit dans les résultats de recherche. Le title, c'est ce qui est en bleu. Et l'URL, c'est ce qui est en vert. La métadescription, c'est vraiment un petit texte assez court qui va décrire ce qui se passe dans la page. Où est-ce qu'on les met dans le site? Tout dépend de votre outil pour faire du blog. Quand on utilise WordPress, par exemple, on peut mettre le plugin Yoast SEO et on a un petit endroit où on va pouvoir mettre sa métadescription. Est-ce que ça résume? Est-ce que vous avez mieux compris ce que c'était la métadescription? Pourrais-je avoir un résumé écrit des infos transmises lors du précédent webinaire? Oui. Pouvez-vous donner un exemple concret de gabarit rempli? Oui, alors je verrai peut-être pendant les questions à la fin, parce que sinon je vais pas avoir le temps de tout faire et de répondre à toutes les questions. Je vous en montrerai. Hein. Ok. Donc, vous irez voir les coulisses de mon blog. Voilà, donc adopter un gabarit de contenu, je vous ai montré en tout cas un exemple. Je vous en détaillerai un petit peu plus tout à l'heure. L'important, en tout cas, s'il y a une chose à retenir, que vous utilisiez un gabarit de contenu ou pas, si vous pouvez écrire votre texte au kilomètre, il n'y a pas de problème. Juste le gabarit de contenu, ça peut aider quand on n'est pas bien à l'aise avec la rédaction. Voilà, ça structure un peu les choses et ça aide. Mais surtout, il faut penser aux humains. Voilà, c'est vraiment la base. Ce sont des humains qui lisent vos articles. Ce sont des humains que vous avez en tout cas, que vous avez envie, ceux que vous avez envie de toucher, c'est ceux qui sont intéressés par vos valeurs ou vos produits ou votre façon de faire. En tout cas, vous avez envie de partager quelque chose avec eux. Donc, ne pas oublier qu'on s'adresse vraiment
à des vrais gens de la vraie vie et pas aux moteurs de recherche. On n'écrit pas pour les moteurs de recherche. Normalement, quand on fait bien les choses pour des humains, on fait bien les choses pour des moteurs de recherche. Je vais vous parler un peu de rédaction web. La base, c'est quand même de bien choisir ses mots-clés. C'est important de bien choisir ses mots-clés. Je vais vous montrer quelques astuces pour aller voir un peu comment on peut trouver les mots-clés avec différents outils. Et puis après, on reparlera. Ok, super. Je regardais vos questions en même temps, j'essaie de jongler. On va voir un petit peu, je reviendrai sur un gabarit de contenu rempli que j'avais pas forcément prévu, donc il faut que j'aille le rechercher sur mon ordi. Donc bien choisir ses mots-clés. Ça, c'est la méthode que j'utilise, moi, que j'ai construite, moi, voilà. Chacun fait comme il a envie. Moi, j'aime bien commencer par un brainstorming, une réunion de créativité, comme on dit en français. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est vous réunissez quelques personnes qui sont en rapport, enfin, qui connaissent un peu votre projet, pas forcément besoin de tout leur raconter. Vous leur distribuez des post-it et vous leur demandez, sur chaque post-it, vous écrivez qu'est-ce que vous metteriez, vous, sur le moteur de recherche pour arriver sur mon blog ou pour arriver sur mon site. Voilà, quels mots ou quelles expressions vous noteriez. Et puis quand on voit qu'il y en a plusieurs, qui disent exactement la même chose, ça nous donne un peu déjà des pistes et des idées. On peut aller voir la concurrence. Je vais vous montrer un outil pour aller voir un petit peu, analyser le site d'un concurrent et voir un peu quels mots-clés il utilise. Ils ont bien travaillé leurs mots-clés, on peut aller regarder un petit peu ce qui se passe, faire un petit peu d'espionnage. On n'oublie pas d'utiliser des synonymes. Parce qu'on n'a pas tous le même vocabulaire, on n'a pas tous la même façon de faire les choses, de voir les choses. Donc c'est important d'aller voir un peu des synonymes. Et puis aussi dans la rédaction, il y a un moment c'est pénible quoi, quand on a 50 fois le même mot parce que on veut absolument que ce mot-clé il soit bien pour le référencement. C'est super, sauf qu'on n'oublie pas qu'on s'adresse à des humains et du coup on utilise des mots différents, des mots que tout le monde utilise. Je donne souvent cet exemple en formation. À la maison, on demande souvent à nos enfants, avec mon mari, de mettre quelque chose à leurs pieds. Et moi, je leur parle de chaussons. Mon mari leur parle de pantoufles. Voilà, on n'utilise pas le même mot. On veut dire la même chose. Donc voilà, c'est pareil pour vos internautes. Ils n'ont peut-être pas les mêmes mots que vous. Vous avez peut-être des mots très techniques, pas eux. Ou le contraire. En tout cas, il faut varier le vocabulaire. On va utiliser aussi, moi j'aime bien utiliser Google Trends. Alors ça c'est plus quand on rédige des articles de blog, c'est pas quand je fais ma liste de mots-clés, mais plus quand je rédige des articles de blog et que je me pose la question, est-ce qu'il vaut mieux que j'utilise telle tournure ou telle tournure, tel mot, j'utilise Google Trends. Je vais vous montrer tous ces outils. Et j'utilise aussi Google AdWords. Google AdWords, c'est la régie publicitaire de Google, donc c'est pour faire du référencement payant. Mais il nous met à disposition des outils gratuitement, et notamment un outil de planification des mots-clés. Alors, quand on n'a pas de campagne en cours, on voit le nombre de recherches sur les mots-clés de manière très large. Quand on a des campagnes en cours, on a des échelles qui sont beaucoup plus fines. Et là, j'ai choisi de vous montrer avec un compte où on n'a pas de campagne en cours ce que vous pouvez faire vous. Donc, je vais repartager mon écran pour vous montrer. Alors, est-ce que c'est la bonne fenêtre? Oui. Je vais vous montrer l'outil Outil-Ref pour aller voir un peu ce qui se passe sur les sites de vos concurrents, par exemple. Alors, je vais faire simple. Je vais aller, par exemple, prendre le dernier audit qui a été effectué avec ce site. Donc là, c'est les cours Florent. Les cours Florent, donc, École de formation professionnelle d'acteurs. Là, je vois le titre. Donc ça, c'est le title. Ils ont un titre qui est plutôt pas mal. C'est leur page d'accueil qui nous dit, voilà, qui utilise 59 caractères. Je vais aller voir la métadescription. La métadescription, ils ont 156 caractères. On est bien, il y a des mots-clés, ils expliquent un petit peu où ils sont, etc. Nous, ce qui va nous intéresser ici, je vais quand même vous montrer la structure HN. Là, on voit bien les titres H2 et les titres H3. Donc, sur le site, on n'a pas besoin d'aller voir le code, on a déjà tout qui apparaît. Et ce qui nous intéresse, nous, ça va être le contenu textuel et d'aller voir un petit peu les champs lexicaux de la page et sur quoi ils travaillent.
Donc là, on voit bien cours de théâtre, école de théâtre, formation de l'acteur, stage théâtre. Ça, c'est le champ lexical qu'ils utilisent. Et là, on a les mots-clés. Ils ont utilisé 21 fois le mot année, 19 mois le mot stage, 19 mois le mot Montpellier, etc. Et on peut aller voir aussi ce qu'ils utilisent, voilà, équipe pédagogique, cours Florent, de théâtre. Ça, c'est les expressions de mots-clés qui sont utilisées. Donc ça peut nous donner quelques idées quand même sur le champ lexical et sur les mots-clés qui sont utilisés. Je vais vous montrer ensuite, alors, les dictionnaires de synonymes. Je vais juste regarder quand même si vous avez quelques questions. Non, pour l'instant. Là, je vous ai mis un dictionnaire de synonymes. Il y en a plein qui existent. Ça, c'est le premier qu'on trouve quand on tape quelque chose. Je vais rester sur ma confiture. On va voir s'il y a des synonymes pour le mot confiture. Bien sûr. Il y a bouillie, gelée, compote, marmelade. Après, on peut aussi varier les mots sans forcément, effectivement, qu'une compote, c'est pas pareil qu'une confiture. Peut-être que c'est quand même un mot qu'on peut utiliser. Je refais un saut sur les questions. Alors, Outiref est gratuit, je viens de le tester. Oui. Vous avez dit que Outiref était gratuit. Oui. Google Trends. Alors ça, c'est un outil de Google qui nous permet de voir les différentes tendances de recherche. Faisons l'exemple, par exemple. On va rester sur confiture. Décidément, c'est l'exemple du moment. Je vais le mettre au singulier, au pluriel. Je vais faire une expression de la confiture, des confitures. Je vais rechercher. Et il va me dire, au niveau de la comparaison de ce qui est le plus utilisé, confiture au singulier, visiblement, c'est ce qui est le plus utilisé. Confiture au pluriel, de la confiture, des confitures, c'est beaucoup moins utilisé. Je ne sais pas si vous voyez avec les couleurs. On va regarder, là, c'est sur les 12 derniers mois. Donc ça nous donne déjà une première indication. Ce qui est le plus utilisé, effectivement, c'est confiture au singulier qu'il faut mieux utiliser plutôt que confiture au pluriel. Après, il y a autre chose qui est intéressant à regarder avec Google Trends. C'est la saisonnalité. Alors là, j'ai regardé, on ne peut pas remonter au-delà de 2004, mais c'est déjà pas mal. Alors on peut regarder 2004, les 5 dernières années, les 12 derniers mois, etc. Là, je vais regarder carrément sur plusieurs années, et je vois qu'il y a vraiment une saisonnalité. Les internautes, ils recherchent confiture au mois d'août. Voilà, au moment où les fruits, la plupart des fruits sont mûrs. Et du coup, ça peut vous permettre de voir aussi s'il y a une saisonnalité dans votre activité, s'il y a des recherches qui se font plus à un moment qu'à un autre. Et cet outil-là, je trouve qu'il est très visuel, très facile à utiliser pour nous donner une idée de la saisonnalité et pour nous donner aussi des idées. Puis savoir aussi où est-ce que, ici, le mot-clé de confiture est le plus recherché, en tout cas où est-ce qu'il y a le plus d'intérêt, entre guillemets. Et puis, ça nous donne des requêtes associées et du coup, d'autres idées de mots-clés pour étoffer notre liste de mots-clés. Voilà, ici, confiture Thermomix, confiture pêche, cuisson confiture, faire de la confiture, confiture poire. Voilà, on va pas parler toute la matinée de confiture, surtout que c'est bientôt midi. Voilà, cet outil, il est super facile à utiliser, il est visuel et il nous permet de voir un petit peu s'il y a des choses qui se passent. On voit aussi ici, alors on a bien cette saisonnalité, on voit que tous les mois d'août, il y a des recherches. On voit aussi que le nombre de recherches, il augmente un petit peu avec les années. On voit que confiture était utilisé plus en 2004 avec au pluriel, était plus utilisé en 2004, il l'est moins maintenant, en tout cas, par rapport à l'utilisation maintenant de confiture au singulier. Pas de questions, je continue. Et enfin, l'outil que je voulais vous montrer, c'était Google AdWords, qui est un outil de planification. Donc là, moi, j'ai un compte que j'ai créé pour mes formations. J'ai pas de campagne en cours. Maintenant, si vous créez un compte Google AdWords, il va vous demander quand même de mettre votre carte bleue. Mais tant que vous faites pas de campagne, c'est pas très important. Et dans la version, donc là, je paye rien du tout à Google pour utiliser cet outil. Et je vais utiliser l'outil de planification des mots-clés. Donc là, j'ai été dans Outils, outils de planification des mots-clés. Donc il me met un gros message en rouge pour me dire que je n'ai rien qui est diffusé en ce moment. Et pourquoi? Voilà. Et moi, ce que je veux, c'est rechercher des nouveaux mots-clés. Et je vais chercher, on va rester sur les confitures. Je vais chercher confiture, je vais chercher compote. Allez, comme ça, il va nous donner plein de choses dessus. Il va me chercher des mots-clés. Et il va me dire, voilà ce que je peux vous suggérer comme mots-clés. Voilà, confiture, c'est recherché entre 10 000 et 100 000 fois par mois.
compote, c'est recherché entre 10 000 et 100 000 fois par mois. Fruits compote, entre 1000 et 10 000 fois par mois, etc. Donc, il me donne une idée du nombre de recherches mensuelles et il me donne aussi des idées. Parce que c'est intéressant aussi de savoir un peu, j'avais pas pensé par exemple à fruits compote. J'avais pas pensé à... alors, je vais peut-être remettre que confiture pour rester dans mon exemple. On voit qu'il y a beaucoup utilisé en anglais, finalement. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec l'utilisation de l'anglais. Je crois pas que j'ai mis... j'ai mis langue anglaise, c'est pour ça. Ça peut pas marcher. Je me disais, c'est bizarre. Donc, voilà, ça me paraît plus cohérent. Donc, on a confiture, confiture de fraises, confiture de fraises. Alors, vous voyez la différence entre confiture de fraises sans S à fraise et confiture de fraises avec un S à fraise. On a une sacrée différence au niveau du nombre de recherches. En fait, quand on parle de mots-clés, on parle surtout d'expressions clés. Confiture sans sucre, voilà, c'est recherché beaucoup moins que confiture de fraises. Recette confiture, confiture d'orange, confiture mirabelle. Ça, voilà, ça nous donne des idées de mots-clés qu'on va pouvoir utiliser dans nos articles de blog. Je regarde s'il y a des questions. Non. Il y a des choses qui sont pas faciles à utiliser. Confiture de fraises sans S, c'est pas vraiment facile parce que c'est pas tout à fait du bon français. Par contre, ça va être super bien à utiliser dans le texte alternatif de mes images, et ce qu'on verra tout à l'heure, enfin juste après. Confiture orange, c'est pas facile à utiliser, encore qu'on peut peut-être jouer sur la couleur. Confiture mirabelle, on va pas dire dans une phrase je fais de la confiture mirabelle. On va dire j'aime faire de la confiture, point. Mirabelle, fraise, voici les fruits que j'aime utiliser. Et là, on a réussi à caser confiture mirabelle. Il y a un point au milieu, mais ça ne comptera pas pour le référencement. Mais bon, on n'oublie pas, on utilise toujours et on fait toujours son... Je vais y arriver à vous remettre la présentation. On fait toujours ces articles, ces textes en fonction des humains qui l'écoutent. Voilà. Alors, il y a Christine qui nous dit « Pensez aux humains tout en utilisant des mots-clés, un exercice d'écriture pas facile ». Effectivement, c'est pas facile, mais si on doit faire un choix, on pense d'abord aux humains. Mais en tout cas, ça peut quand même nous donner des idées d'aller voir des mots-clés et nous donner des idées pour écrire. Et des fois, alors ça dépend de la façon de fonctionner, mais c'est pas tellement... Enfin, ça peut être assez confortable finalement d'avoir un certain nombre de mots à utiliser quand on n'a pas du tout d'idée pour commencer son article. Caser des mots dans un texte, des fois, c'est plus facile que de partir de rien du tout. Je continue, je vois que j'ai pas d'autres questions pour l'instant. Mais vous pouvez préparer des questions pour après si vous voulez. Donc en rédaction web, ce qui est important, je l'ai déjà un peu dit, c'est des titres, des sous-titres, des paragraphes, et puis mettre des mots en exergue. Comment on fait pour mettre des mots en exergue? On va pouvoir les mettre en gras, on va pouvoir les mettre avec des guillemets, utiliser des listes à puces, on pourrait utiliser des couleurs aussi, on pourrait souligner. Voilà, tout ce qui fait en fait que ça va pouvoir attirer l'œil de l'internaute, du lecteur. Les moteurs de recherche, leur algorithme, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. L'algorithme, c'est la façon de remonter les informations et de dire ce site-là, je vais le mettre en avant plutôt que tel autre. On ne sait pas exactement comment il fonctionne. Par contre, ce qu'on est sûr, c'est qu'ils veulent impérativement coller au plus près de ce que les humains qui font des recherches voient. Et du coup, le contraste sur les couleurs, ça va jouer. Le fait de mettre des listes à puces, ça attire plus l'œil. Le fait de mettre des citations, de mettre des guillemets, ça attire plus l'œil. Donc, ça va donner peut-être un petit peu plus d'importance à ces mots-là, plutôt que si on les avait juste mis dans le texte comme ça. Le but du jeu, c'est de se dire, je veux que les personnes qui lisent mon texte voient tout de suite ce qui me paraît important à moi en tant qu'écrivain. Il faut le mettre en avant dans son texte. Christine me dit, écrire avec des contraintes est très libérateur et magique. Effectivement. Donc les mots-clés ici. Voilà pour la rédaction web. Alors, je distille un peu d'informations. Hein. C'est un webinaire. Je ne vais pas pouvoir vous faire un cours complet, mais pensez pyramide inversée. En gros, ce qu'on a besoin de mettre en avant, on va penser écriture journalistique. Dans notre article de blog, on va mettre le titre
plus une accroche. En tout cas, le titre doit être accrocheur. On commence par la conclusion et après on développera la suite. Si je mets dans mon article comme titre, par exemple, on va toujours rester sur la confiture. Si je mets comme conclusion, enfin disons comme titre 10 étapes pour réaliser la confiture, on va tout de suite savoir ce qu'on va trouver dans l'article et on va pouvoir aller développer. Il y a l'étape 1, il y a l'étape 2, etc. Par contre, si je mets comme titre, je l'ai pas préparé, hein, je suis en train de le faire en direct. Si je mets comme titre eh ben je ne trouve pas. Voilà, peut-être que vous avez des idées dans les commentaires. En tout cas, si je mets un titre moins accrocheur où je dis je vais vous parler de confiture, sans dire exactement ce qu'on va trouver dans l'article, savoir voilà, si j'ai un titre qui me dit je vais vous donner la recette de la confiture de fraises, plutôt que vous dire je vais vous parler de confiture, on ne sait pas aussi précis, on ne sait pas trop où on va, etc. En tout cas, il faut qu'on donne envie de lire. Il y a tellement de choses à lire, en ligne ou pas, mais moi ce qui m'intéresse c'est en ligne, que si on ne dit pas tout de suite ce qu'on va trouver dedans, quel est l'intérêt de lire l'article, vos lecteurs ils vont pas forcément prendre le temps de lire. Et surtout si la confiture dans tous ces états, j'y avais pensé Valérie, effectivement. On ne sait pas trop où ça nous mène. Et du coup, on ne sait pas trop de quoi va nous parler l'article. Voilà, pour la technique de la pyramide inversée, après, vous trouverez sûrement des choses en allant fouiller un peu sur Internet ou en allant sur mon blog à moi. Des choses sur cette technique-là. On commence par la conclusion et on développe après. Il faut vraiment, vraiment donner envie. Surtout, voilà, je cherchais ce que je voulais dire tout à l'heure, surtout si vous avez décidé d'utiliser votre article de blog pour être diffusé après sur les réseaux sociaux ou sur votre newsletter. Il faut qu'on ait envie de lire la suite. Et il y a les balises techniques que j'ai commencé, alors j'ai peut-être pris un peu les choses à l'envers, parce que j'ai commencé par mon gabarit de contenu, à vous mettre les balises techniques, le title, la métadescription, comment on fait pour optimiser les images. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Optimiser les images, c'est-à-dire qu'on va faire attention à son nom de fichier. On met 3 mots-clés maximum, sans espace, séparés par des tirets, sans accent. Et là, on peut glisser quelques mots-clés qu'on a du mal à glisser dans le texte. Et il faut aussi un texte alternatif qui décrive la photo. Les moteurs de recherche, Google Images, etc., ils savent pas voir les images. Ils ont besoin qu'on leur dise ce qui se passe dedans. Donc, c'est surtout dans le texte alternatif que ça va se faire. Dans le nom du fichier, mais aussi dans le texte alternatif. Et puis après, il n'y a pas 50 formats d'images pour Internet. Il y a GIF, JPEG et PNG. PNG, l'avantage, c'est que ça garde la transparence. Donc, si on a une image qui est détourée, par exemple, avec du PNG, on n'aura pas de fond blanc qui va se mettre automatiquement. Annie Paul me demande, est-ce que c'est des tirets du 6 ou du 8? Alors, un tiret, c'est... Alors, ah oui, c'était sur cette image. C'est toujours du 6. Celui du 6, le moins, ça s'appelle le tiret. L'autre, celui du 8, c'est le underscore. Ça, on n'utilise pas le underscore nulle part pour le web. On utilise vraiment le tiret, que ce soit pour le nom du fichier ou pour l'URL. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Comme la dernière fois, j'attends vos questions. Je sais que des fois, ça met quelques minutes, donc cette fois-ci, je vais être plus patiente et attendre bien vos questions. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur comment on construit un article de blog. En gros, s'il faut retenir quelque chose, pensez aux humains qui vont lire votre article. Donc, ça veut dire qu'il faut bien avoir déterminé à qui je m'adresse. Pensez aussi à écrire de manière naturelle et fluide qui correspondent à vos valeurs, qui correspondent à vous, à votre façon de faire. Le dernier slide est passé vite, je vais le remettre. Hop. Voilà, donc pensez à qui on s'adresse. Pensez à être naturel et à faire bien les choses pour l'humain que vous êtes et pour les humains qui vont lire votre article. Et puis, on peut aussi utiliser les outils comme support pour nous donner des idées. L'adresse de mon blog, je vais vous le mettre directement dans le chat.
Alors moi, j'ai fait une erreur, c'est que j'ai bien attaqué mon blog et j'ai fait un article par semaine. Et puis à un moment donné, je me suis effondrée parce que j'avais eu les yeux plus gros que le ventre et que j'ai voulu faire trop d'articles d'un coup. Et du coup, mon blog, ben là, ça fait un petit moment que il y a moins de choses dessus. Mais je vais m'y remettre, c'est sûr. Je vais bien me refaire mes gabarits de contenu et c'est ça que je devais vous montrer du coup. Euh, comment je fais mon gabarit de contenu, je vais vous montrer mon gabarit. Alors je suis en train de chercher dans... Alors attendez, hop. Comme ça je vous montre, c'est ce que je vous ai promis tout à l'heure dans mon blog, mes textes, comment je fais. Voilà, un gabarit de contenu pour de vrai. Et je vais vous partager ça. Donc là, vous voyez un gabarit de contenu que j'ai fait. Ça, c'est mes articles de blog. Peut-être vous enlever ça, voilà. Donc là, c'est un article que j'avais fait sur identité numérique et e-réputation. Donc moi, mon petit code couleur, c'est quand je mets une barre verte. Là, bah, il y en a qui ils sont tous finis dans ce fichier. C'est que je l'ai fini. J'ai pas tout rempli, hein. On voit que j'ai pas rempli UID, catégorie, temps de lecture. J'ai rempli ce que je voulais, voilà. Je voulais en image à la une, un selfie, une femme qui fait un selfie. Mon extrait, être visible sur Internet et souvent, etc. Donc ça, c'est l'extrait que j'ai mis dans mon article. Mes balises techniques, ça c'est mon title. Et ça, c'est ma métadescription. Voilà, métadescription, être visible sur Internet est souvent un enjeu de taille, etc. Et mon petit fichier va me dire que j'ai 153 caractères pour ma métadescription. C'est bon, je voulais être en dessous de 154. Et ensuite, mon article. Alors, mon H1, j'avoue que pour mon blog, je me suis dit que j'allais systématiquement mettre le title, j'allais le remettre dans le H1. Et puis ensuite, voilà, mes H2. Alors là, j'ai mes paragraphes, mais je pourrais avoir, peut-être que j'en ai un où c'est plus clair, où j'ai pas mis les paragraphes. Voilà, ici par exemple, dans cet article-là, j'ai mis mon petit texte chapeau, j'ai mis mes H2 avec mon texte. Et à chaque fois, je calcule ce que je voulais savoir, combien de... je n'ai pas mis la somme, tiens, du nombre de caractères de ma page. C'était un chiffre que je voulais vous donner aussi. Voilà, un article, c'est entre 300 et 1500 mots. Un article court, on va être sur 300 mots. Un article long, on va être sur 1500 mots. Ouais, c'est ça. Des fois, je confonds caractère et mots. Annie-Paul, j'ai bien vu votre question, j'y réponds après. Voilà. Après, j'ai pas mis mes images dans mon propre gabarit de contenu. Chacun fait le gabarit de contenu qui lui convient, celui qui vraiment correspond le plus à sa façon de faire, à sa façon d'écrire. Et alors moi, dans mon gabarit de contenu à moi, justement, j'ai tout le temps, à la fin de mes articles, une petite explication de l'image. Comment j'ai choisi mon image. Voilà. Donc ça, c'est mon petit truc à moi. Voilà pour le partage de mon gabarit de contenu concret et rempli. J'espère que ça correspond à ce que vous vouliez. Merci de me dire dans les commentaires si c'est bon. J'ai répondu à votre question. Annie-Paul m'a posé une question. Est-ce que les accents, ça pose un problème pour le SEO? Alors, quels accents? Est-ce que c'est des accents dans les articles? Je vous ai dit de ne pas mettre d'accent dans les images. Ah, c'est bien, j'ai plein de questions qui arrivent. Effectivement, en fait, ça peut poser des problèmes. Ça dépend des outils qu'on utilise pour faire du blog ou pour faire son site. Il y en a qui ont du mal à gérer les accents. Dans le doute, on les enlève. De toute façon, les moteurs de recherche, ils n'en tiennent pas compte. Enfin, ils n'en tiennent pas compte. Pour les images, hein. Pour les recherches, si, ils tiennent compte des accents. Qu'est-ce que tu utilises comme appli pour compter le nombre de mots de tes articles, me dit Roselyne. Alors en fait, moi j'utilise, on peut le faire avec mon éditeur de texte. Alors moi j'utilise l'éditeur de texte Pages, mais avec Word c'est pareil. On peut aller sélectionner son mot, enfin son texte, et après on peut aller chercher dans les options, on peut voir le nombre de mots et le nombre de caractères, avec ou sans espace. Nous on compte avec espace. Après il y en a qui existent en ligne, mais j'en ai pas en tête.
Faut-il se baser sur le nombre de mots ou le nombre de caractères? Alors pour le title et la métadescription, moi je me base vraiment sur le nombre de caractères. Pour les articles, le nombre de mots, c'est pas mal, voilà, entre 300 et 1500 mots. Combien, voire moins, combien d'images nous conseilles-tu de mettre? Ça dépend de ce qu'on... Alors c'est Frédéric qui me pose cette question-là. Ça dépend ce qu'on a envie de proposer. Moi, je dirais qu'il faut en mettre au moins une comme image à la une. Et selon comment est configuré notre site, enfin notre blog, ça peut être visible ou pas quand on est dans l'article de blog. Si c'est pas visible, remettez au moins une image dans l'article de blog pour que ce soit un peu vivant. Et attention à ce que ce soit bien des images qui soient, vous ayez les droits, hein. Soit des images à vous, soit des images libres de droit, soit des images que vous avez achetées. Rappelez-moi s'il vous plaît le nombre minimum de mots dans un blog, me demande Christine. Moi je dirais, voilà, Frédéric a répondu, minimum 300. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'attends 2 minutes que vous me disiez si vous avez d'autres questions. Je ne vois rien qui arrive. Si, Camille. En gros, toutes ces techniques sont aussi bien valables pour le blog que pour le référencement du site. Non. Exactement, Camille. Parce que le blog est un site particulier. Et quand on fait bien son référencement pour le site, on fait bien son référencement... Enfin, quand on fait bien son référencement pour le blog, on le fait bien pour le site. Enfin bref, tout est lié, mais c'est les mêmes techniques de référencement pour le blog ou pour le site. Pour trouver des images libres de droit, alors je vais vous montrer un petit outil que moi j'aime bien utiliser qui s'appelle Toplist, qui est d'une communauté qui s'appelle les petits entrepreneurs. Alors je vais vous partager mon écran. Quelle gymnastique! Alors, moi j'aime bien utiliser ça. Donc dans les top lists, il y a une top list qui s'appelle, ça va arriver. Bon, en attendant, je vais répondre à vos questions. Pourquoi ça marche pas? Toutes les top lists. Il veut pas. Donc je vais chercher. C'est l'effet démo quand on veut montrer quelque chose. Chercher image. Bon, il y a un petit bug, c'est pas grave. Je vais revenir à mon écran. Du coup, moi j'utilise souvent Toplist parce que on a répertorié plein de banques d'images gratuites. Il existe par exemple, moi j'aime beaucoup Unsplash. Je vais les noter en même temps. Unsplash, Pixabay, FreePic, même si c'est pas complètement gratuit. Il y a PicJumbo. Je vous les note en même temps dans le chat. Pixels. Voilà, il y a plein de banques d'images, mais normalement j'ai un article de blog qui décrit tout ça sur mon blog à moi. Qu'est-ce qu'elle me disait? Roselyne, quelle fréquence de parution pour les articles? Eh ben, ça dépend. Ça dépend de comment vous êtes à l'aise avec l'écriture, ça dépend du temps que vous avez y consacré. Pour du référencement, pour bien que ça marche pour le référencement, j'aurais tendance à conseiller un article par semaine, mais c'est pas toujours évident de s'y tenir. Si déjà on fait un article par mois, c'est déjà pas mal pour commencer, et après, on pourra augmenter la fréquence. Comment appeler le blog pour augmenter le trafic du site? Par exemple, sur monsite.com, quel titre donner au blog? Bah, ça dépend. On peut l'appeler blog, on peut l'appeler actualité, on peut l'appeler... on va rester sur les confitures, autour des confitures, ou bienvenue à la ferme, ou peu importe. Je suis pas sûre que c'est tellement d'incidence sur le trafic du site. Ce qui va avoir de l'incidence, c'est ce que vous mettez dedans, et les mots-clés que vous allez utiliser, et la pertinence de ce que vous allez mettre dessus, et l'intérêt qu'on peut y trouver. Dans le cas d'un site créé sous WordPress, le blog est intégré dans le site, c'est bien ça? Oui, Christine. Effectivement, WordPress nous permet de mettre, d'avoir une partie statique qui sont les pages et une partie dynamique qui sont les articles de blog. Roselyne me demande, est-ce que l'automatisation de la parution des articles diminue leurs impacts? Alors, qu'est-ce que ça veut dire que l'automatisation de la parution?
Si c'est pour dire que on va programmer les articles et que on va dire par exemple tous les matins à 10h, je vais avoir un article de blog qui sort et je vais le programmer à l'avance. Ça c'est bien parce que les moteurs de recherche aiment bien cette régularité-là. Après, je sais pas trop ce que vous entendez par automatisation. Si c'est de l'automatisation dans les réseaux sociaux où automatiquement ça va diffuser il y a un nouvel article de blog, mais qu'il n'y a pas d'humain derrière, ça va se ressentir et du coup, c'est pas terrible pour la communauté. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Oui, visiblement. Eh bien, dans ce cas, je vous remercie pour votre écoute. Et puis, je vous donne rendez-vous peut-être dans un prochain webinaire. En tout cas, je suis à votre écoute. Si vous avez des questions, je réponds plutôt par mail que par téléphone. Pas toujours super rapidement, mais je réponds. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.